Les premières photos de Titan dévoilent les secrets de la plus grosse lune de Saturne. Les scientifiques n'en reviennent pas. Ils vont de surprise en surprise, une plongée dans un monde nouveau, avec même le son de Titan enregistré. Dans la Loire, un accident de car la nuit dernière. On est passé à côté du pire. Tout de même, une cinquantaine d'adolescents ont été blessés, dont quelques-uns grièvement. Le chauffeur âgé de 70 ans suivait régulièrement des visites médicales, mais son âge fait débat. La loi veille sur l'IVG à 30 ans. Pour cet anniversaire, plusieurs milliers de manifestants et surtout de manifestantes ont célébré à Paris cette date qui marque un droit fondamental dans la vie des femmes, avec la nécessité de rester vigilant. Le salon du meuble à Paris, les nouveaux horizons du design, 180 000 m² où les créateurs présentent les dernières tendances, journée ouverte au public jusqu'à lundi. Et puis la Grande Odyssée, une course de chiens de traîneau, un marathon des neiges de 1000 km qui a lieu en ce moment dans les Alpes. Au départ, 18 concurrents et plus de 300 chiens. Madame, Monsieur, bonsoir. On n'est pas au bout de nos surprises. Les premières photos de Titan réalisées par la sonde européenne émerveillent les scientifiques et apportent de véritables révélations. Sur la surface de la plus grosse lune de Saturne, à plus d'1 milliard de kilomètres de la Terre, il y a d'abord ces images d'un sol de roche sombre qui ressemble au sable mouillé. Il y a aussi le son, le bruit de Titan capté par la sonde et retransmise vers la Terre. Une foule d'indications avec au moins 350 clichés exploitables. Un succès scientifique au-delà de toute espérance. Nicolas Châteauneuf, Patrick Voix. Cette photo et le son du vent qui l'accompagne ont été capturés à 1,3 milliard de kilomètres de la Terre. Bienvenue à la surface de Titan telle que l'a vue et entendue la sonde Huygens, un paysage étrange fait d'eau et de glace d'hydrocarbures. Ces autres photos ont été prises en altitude pendant la descente du module européen. Sur l'une, c'est un panorama surréaliste, noyé dans une brume de méthane. Sur l'autre apparaissent à gauche de mystérieux lits de rivière, mais personne ne sait ce qui s'y déverse. Et puis, il y a cette drôle de côte capturée à 8 km d'altitude. Ce à quoi ça fait penser, c'est un rivage, je dirais. Mais un rivage au bord duquel il n'y a plus de liquide. Alors est-ce que le liquide s'est écoulé, est parti dans ces canaux, a été drainé en quelque sorte, ou bien qu'au contraire il est passé à travers la surface, il a percolé à travers la surface? Ce qu'on imagine aisément, c'est que si on marchait à cette surface-là, ça ressemblerait à du sable mouillé en quelque sorte. Enfin un sable mouillé où la température est de moins de 100 degrés Celsius. Hier soir, 2500 personnes s'étaient donné rendez-vous à la Cité des Sciences pour être les premiers à voir ces images, et avec eux des scientifiques enthousiastes. La première image est toujours une énorme découverte parce que tout d'un coup, le monde va commencer à se définir. Au début, on ne savait rien et rien que la première image déjà nous fixe un cadre. Les choses vont se définir maintenant minute après minute et ce cadre va être de plus en plus précis et je pense que les interprétations, il va falloir laisser un peu de temps pour les faire. Hier soir, c'était aussi le soulagement au centre spatial de Darmstadt en Allemagne. L'aboutissement d'une mission de 7 ans et pour certains scientifiques de 25 ans de recherche. Pendant ces 2h30 de descente, le module européen a enregistré près de 350 photos et des milliers de données. Depuis, il s'est définitivement éteint, faute de batterie, sur le sol de Titan. Mais il faudra encore plusieurs mois aux scientifiques pour commencer à exploiter le succès de Huygens, une porte entrouverte sur un monde lointain. En France, la nuit dernière, on est passé près de la catastrophe. L'accident de car qui s'est produit dans la Loire aurait pu être meurtrier. 7 personnes sont sérieusement blessées, 45 autres légèrement. Pour la plupart, il s'agit d'adolescents, élèves de 6e et de 5e qui revenaient d'une classe de neige. Le chauffeur avait 70 ans. Son âge ne serait pas en cause. Un conducteur d'expérience, dit-on, qui avait subi des visites médicales régulières. Reste que le débat est ouvert. FO Transport réclame que l'âge des conducteurs fasse l'objet d'une réflexion approfondie. Stéphanie Labrousse, Thierry Monnier. C'est dans un pré que le bus a chuté 15 mètres en contrebas de la Nationale 7. Il est 2 h du matin, verglas et brouillard sont au rendez-vous. De toute évidence, le chauffeur est surpris par un rond-point. Le bus quitte alors la route avec ses 52 passagers. Je crois qu'on est passé assez près de la catastrophe et fort heureusement on n'a que 7 blessés à déplorer. Il semblerait que le car a été freiné dans sa chute par la barrière de sécurité comme on peut le voir derrière nous. Et je pense que ça a dû lui permettre de s'immobiliser juste en contrebas. Le plan rouge a été déclenché, une centaine de pompiers mobilisés. Premiers soins prodigués sur place avant d'évacuer les collégiens et leurs accompagnateurs dans les hôpitaux de Vichy et Roanne. Une cellule psychologique a été mise en place. Pratiquement tout le monde dormait. Je ne connais pas une personne qui ne dormait pas, peut-être un des collègues qui était à moitié endormi.
Difficile donc d'expliquer toutes les circonstances de l'accident. Le chauffeur, toujours hospitalisé, est âgé de 70 ans. Son permis de conduire et ses visites médicales sont en règle. 50 ans d'expérience au service d'une société familiale de l'Isère. Voilà, donc c'est pas une question de 70 ans, une question de non savoir conduire, parce que c'est un professionnel depuis des années, donc il connaît très bien la route. Le contrat d'embauche de ce chauffeur sera tout de même vérifié. Mais pour certains, comme ces pères de victimes, l'un des problèmes c'est aussi la dangerosité notoire de la Nationale 7. Au niveau des préfectures et tout ça, qui fassent le nécessaire pour que ça soit mieux fait au niveau du Carrefour. Il paraît que c'est pour la première fois. Parce que d'après un médecin du CHU, là, ils y vont souvent sur cette route-là. Ce soir, 7 personnes restent hospitalisées. Après une nuit éprouvante, les autres enfants de cette classe neige ont pu reprendre la route de leur foyer dans le Loir-et-Cher. Nouveau drame dans un hôpital psychiatrique près de Béthune. C'est un patient qui en a tué un autre. Tout laissait à penser qu'aucun des deux hommes n'était potentiellement dangereux. Ils étaient hospitalisés depuis 20 ans. Une enquête administrative a été ouverte. Marianne Mas, Dominique Mas. Il est 21h15 jeudi soir au 2e étage de ce bâtiment. La tournée de surveillance est terminée. Les patients sont couchés. Quand l'un d'entre eux alerte le personnel de garde, il vient d'étrangler son voisin de chambre, un homme de 52 ans qui décédera malgré les secours d'urgence. Aujourd'hui, le personnel était très choqué. Pour la direction de l'hôpital, rien dans le comportement de la victime ou de son meurtrier présumé ne laissait présager un tel passage à l'acte. C'est un échec, forcément, puisqu'on est là pour protéger les patients. Donc il y a un sentiment de culpabilité. Et après, il y a aussi un sentiment d'inquiétude. Puisque ils se disent, bon là, c'est des patients théoriquement stabilisés, théoriquement pas dangereux. Le meurtrier présumé, un homme de 38 ans, était hospitalisé tout comme sa victime depuis une vingtaine d'années. En octobre dernier, ils avaient rejoint une nouvelle unité réservée aux malades stabilisés, considérés comme non dangereux. Après le drame de Pau, la direction avait recruté une personne supplémentaire pour la surveillance de nuit, mais les deux drames sont bien différents. Ce matin, un représentant du ministre de la Santé était venu évaluer la situation. Dans les établissements psychiatriques, on le sait, il peut y avoir des difficultés, de l'insécurité ou un sentiment d'insécurité. Ici, dans cet établissement, les effectifs sont corrects, correspondent à nos normes habituelles. Le meurtrier présumé a été mis à l'isolement à l'écart des autres malades. Une expertise psychiatrique devra évaluer ses facultés mentales puisqu'une information a été ouverte pour homicide volontaire. Dès lundi, le personnel et les patients seront pris en charge par une cellule de soutien psychologique. Partons pour l'Indonésie où les hélicoptères de l'armée française sont en mission. La Jeanne d'Arc est au large de Meulabo, cette ville sinistrée où a été installé un hôpital de campagne. Les rotations se succèdent pour convoyer du matériel, des médicaments et de l'eau. Reportage de nos envoyés spéciaux Dominique Derda, Thierry Tuillier. Cette fois, ils sont là et bien là, les militaires français. Ces pilotes, ces mécaniciens appartiennent à l'armée de terre. Ils viennent de Djibouti. Un dernier plein de carburant et dans une heure tout au plus, ils atteindront leur objectif, la ville de Meulabo, à 250 km au sud de Banda Aceh. Pour le pompiste de l'aéroport, les affaires n'ont jamais été aussi florissantes. Le long de la côte de Sumatra, le tsunami a tout dévasté, balayé les routes, les ponts, submergé les villes et les villages. Même avec une bonne carte d'état-major, pas toujours facile de s'y retrouver. Est-ce qu'il n'y avait pas le palais du gouverneur pas loin? C'est possible, j'en sais. Bon. Possible. Ok, on va faire avec. Sur un terrain de sport aux portes de Meulabo, la sécurité civile a installé son hôpital de campagne. Pour ces spécialistes de la médecine de catastrophe, les pathologies rencontrées sont tout compte fait assez bénignes. Les gens, ils ont pris des arbres, des branches d'arbres, ou ils ont marché sur des clous, vous avez vu les planches partout. Donc on a beaucoup de traumatismes. Et puis sinon, c'est des problèmes respiratoires, c'est-à-dire des gens qui ont peut-être bu la tasse ou qui ont inhalé et qui ont des pneumopathies. L'urgence, c'était dans les heures, les jours qui ont suivi la catastrophe. Mais à en juger par le nombre de patients, les Français ne sont pas venus pour rien. À l'amiral qui commande la Jeanne d'Arc, le porte-hélicoptère amarré à quelques encablures, l'officier supérieur indonésien adresse les remerciements de son pays. Il n'oublie pas non plus de rappeler que c'est d'une aide économique dont l'Indonésie a le plus besoin désormais. De l'argent dont les militaires indonésiens évidemment ne seraient pas fâchés de contrôler l'utilisation. Charité bien ordonnée, ici aussi, commence souvent par soi-même.
3 semaines après le raz-de-marée en Indonésie, un enfant de 7 ans a été retrouvé, véritable miraculé. C'est grâce à une équipe de télévision que le jeune garçon a pu retrouver son père, Caroline Gauthier. Martunis dans les bras de son sauveur. Affamé, l'enfant de 7 ans se précipite sur les biscuits qu'on lui offre. Son regard est noir, perdu. Le petit garçon ne réalise pas encore que cette rencontre marque la fin de ses 3 semaines d'errance sur les plages. Martunis a vu ses parents emportés par le tsunami. Resté seul, il aurait survécu en buvant de l'eau saumâtre. Un brin de toilette sur ce corps amaigri ne rendra pas son sourire à Martunis. Il semble aller bien, être en bonne santé. Pourtant, il souffre de malnutrition. Il est déshydraté et il a été très secoué. Les examens à l'hôpital ne révéleront rien de grave. Mieux, alors qu'il est soigné, l'un de ses proches le reconnaît, prévient sa famille. Voilà l'enfant et son père, finalement rescapés lui aussi, enfin réunis. Parmi les priorités, l'eau potable dont ont tant besoin les populations, seule façon d'éviter les maladies infectieuses. Une équipe de scientifiques japonais s'est rendue à Banda Aceh avec ce système original pour épurer l'eau, un dispositif d'urgence qui semble très prometteur. Florence Mavic. Elle n'a l'air de rien, cette poudre blanche, mais regardez ce qui va suivre. Dans la bouteille, de l'eau polluée. En un clin d'œil, toutes les saletés se déposent au fond, l'eau retrouve sa clarté. Une fois passée dans un filtre à café, on peut à nouveau la boire. Alors cette poudre magique sort-elle tout droit des laboratoires high-tech occidentaux? Eh bien non, l'unité de production c'est ici, dans les environs de Banda Aceh. Et la matière première, la voici, la noix de coco. Le monde végétal est une véritable usine à dépolluer. Une équipe de scientifiques japonais apprend donc à la population locale comment tirer parti des propriétés de la noix de coco. Son enveloppe est mélangée à des ions négatifs dans une machine. La poudre obtenue agit comme un aimant pour attirer vers le fond toutes les saletés chargées en ions positifs. Un principe de physique tout simple. La technique utilisée pour fabriquer la poudre est brevetée, mais les ingrédients, on les trouve absolument partout. Ici, ce sont des enveloppes de noix de coco, mais ça fonctionne aussi avec du sable ou des coquillages pilés. Ce système de purification de l'eau n'est pas la solution miracle. Seul un traitement chimique élimine à 100% germes et bactéries. Mais en phase d'urgence, il limite les risques de maladies graves. Car chaque jour, dans la région de Banda Aceh, les médecins soignent des habitants atteints de pneumonie ou de dysenterie après avoir bu de l'eau souillée. Enfin, en Thaïlande, des valises réfrigérées contenant des échantillons d'ADN sont actuellement envoyés vers des centres spécialisés en Chine ou aux États-Unis. Ces échantillons ont été prélevés sur des victimes étrangères. Il faudra plusieurs mois aux experts pour en identifier les 2000 corps des victimes. En France, la loi autorisant l'avortement à 30 ans, un anniversaire contenu à célébrer plusieurs milliers de personnes, en majorité des femmes, descendues dans les rues de Paris cet après-midi. L'occasion surtout de souligner que ce droit à l'IVG est un droit fondamental. Il faut rester vigilant. Nabila Tabouri, Marc de Lagenhagen. Mon corps est à moi. Il y a 30 ans, elle menait déjà le combat pour la reconnaissance du droit à l'avortement. Aujourd'hui, elles sont encore là car elles estiment que ce droit est menacé. Plusieurs milliers de manifestants dans les rues de Paris, dont une majorité de femmes, venues fêter un anniversaire au goût amer. C'est quand même souvent au quotidien la galère pour trouver un rendez-vous dans des délais raisonnables. C'est quand même encore beaucoup de culpabilité de la part de ceux qui sont censés les informer et les accueillir, sans parler du tabou social. Le 17 janvier 1975, la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse en France paraissait au journal officiel. À l'époque, 300 000 femmes avortaient chaque année dans la clandestinité. 30 ans plus tard, certaines se souviennent. On se serait fait prendre, on allait en prison. Voilà. Et donc je dis qu'il ne fallait pas que ce que j'ai vécu moi
mes filles le vivent. Et donc, il faut que maintenant mes petites filles aient le droit à cette loi qui a été votée. Dans la foule, des politiques, des syndicalistes, mais surtout des représentants d'associations qui appellent à la vigilance. L'amendement Garot, qui tentait l'an dernier de donner un statut au fœtus, un site internet du ministère de la Santé qui renvoie celles qui cherchent des informations vers des associations anti-IVG, autant de menaces qui mobilisent même parmi les plus jeunes. Je respecte énormément les femmes qui se sont battues il y a 30 ans et je les remercie pour ce qu'elles ont fait. J'espère que nous, on va savoir reprendre le relais et continuer dans la même lutte. Aujourd'hui, 220 000 femmes avortent chaque année, c'est autant qu'il y a 10 ans. Les associations réclament davantage de moyens pour former les médecins et lancer des campagnes d'information sur la contraception. Elles éviteraient peut-être à 3500 femmes hors délai d'aller avorter à l'étranger. Jacques Chirac en Corrèze pour la traditionnelle cérémonie de vœux. Le président de la République est largement revenu sur le référendum européen, un débat essentiel qui ne doit pas être dénaturé. Jacques Chirac, après 2 semaines de cérémonie, a clôturé cette journée à Tulle en dessinant son projet d'avenir. Véronique Saint-Olive, Francis Forget. 10 ans que Jacques Chirac vient présenter ses vœux aux Corréziens. Et depuis 2001, François Hollande est le premier à l'accueillir. Le président de la République parle des progrès réalisés, de la politique industrielle, des nouveaux marchés. Au même moment, François Hollande explique que ses promesses sont vaines, les résultats pas au rendez-vous. Mais emportés par la foule, les 2 hommes se retrouvent. Une année qui sera marquée par le référendum sur la Constitution européenne. Et alors que Nicolas Sarkozy veut introduire la Turquie dans le débat et faire voter l'UMP sur les 2 sujets, le président de la République met les points sur les i. Ce débat est essentiel pour l'avenir de la France et de l'Europe. Il ne doit être ni dénaturé, ni détourné à d'autres fins. C'est une question entre la France et les Français. C'est une grande responsabilité pour chacune et pour chacun d'entre nous. Je sais que, notamment à droite, il y a la question de la Turquie qui revient de manière lancinante. Alors moi, je demande à Jacques Chirac qu'il mette de l'ordre dans sa propre famille politique. Et j'ai l'impression qu'il a beaucoup de travail. Bonjour mon chéri. Le président de la République s'est engagé à faire campagne. Aujourd'hui, c'était bain de vœux. Bonne année et tous mes vœux les plus chaleureux. C'est une grande première. Jacques Chirac et François Hollande sont absolument d'accord. L'un et l'autre veulent entraîner les Français à voter oui à la Constitution sans se laisser influencer par le problème de la future adhésion de la Turquie. Décidément, c'est une mission bien difficile pour les Verts. Ils n'arrivent pas à élire leur nouvelle direction. Réunis ce week-end pour leur Conseil national à Paris, c'était la réunion de la 2e chance après l'échec du Congrès de Reims. Rendez-vous demain matin pour de nouveaux scénarios. Il y a 1 an, au large du Cap Elizard, un chalutier breton sombrait au sud de l'Angleterre. Dans ce naufrage, 5 membres de l'équipage ont péri. 2 corps n'ont jamais été retrouvés. 1 an après, malgré le renflouement du chalutier, les causes du naufrage sont toujours incertaines. Les familles sont dans l'attente et espèrent qu'un jour, on connaîtra la vérité. Romuald Bonan, Jacques Deveau. Pourquoi le Bugale-Braise a-t-il sombré en quelques minutes seulement avec ses 5 hommes d'équipage? 1 an jour pour jour après le drame, le mystère reste entier. Une obsession pour les proches des victimes. Heureusement pour Bertrand Le Floch, il y a le travail pour penser à autre chose. Car depuis le naufrage, sa vie, comme celle de toutes les familles des marins morts ou disparus, est hantée par cette question. Bertrand a perdu son frère. Pour lui, le deuil pourra commencer seulement quand les causes de l'accident et les responsabilités seront connues. On veut aller jusqu'au bout. Moi, je veux savoir qui c'est qui a tué le frangin, ainsi que ses 4 collègues. Moi, je veux savoir. Ce n'était que mon frère, mais c'était mon frère, point final. Je voudrais savoir. Puis c'est tout. C'est comme ça. J'ai pas à juger Pierre-Paul Jacques-Philippe. Moi, je veux savoir comment c'est arrivé. Point. Une immense lassitude teintée de colère. C'est aussi ce que ressent Nathalie Glohaguin. La douleur s'est réveillée depuis que les familles ont appris que les radeaux de survie avaient peu ou pas fonctionné. On se dit peut-être qu'ils auraient pu monter dans un radeau, peut-être qu'il y aurait eu un survivant et on aurait su ce qui leur est arrivé, tandis que là on est complètement anéantis, on nous a laissé aucune chance, on leur a laissé aucune chance, quoi. Le renflouement du Bugale-Braise l'été dernier devait faire la lumière sur les circonstances du naufrage. Mais pour l'heure, il a seulement permis de dire que la collision de surface, notamment avec un porte-conteneur, n'était plus la piste privilégiée. Si ce n'est pas une cause interne au chalutier, si il n'y a pas eu de croche avec le chalut, c'est donc que ça s'est passé entre le chalut et le bateau. Or, entre le chalut et le bateau, il y a les câbles, il y a les funes. Et moi, je ne vois pas d'autre engin
que les sous-marins pour se promener entre un chalut et un chalutier. Depuis un an, les familles ont compris que l'enquête serait longue et difficile, mais elles font confiance en la justice pour la mener jusqu'au bout. Dans la Vienne, depuis 7 ans, sévit un pyromane et rien ni personne n'a réussi à l'arrêter, au point que les gendarmes ont décidé de mettre à contribution les habitants de plusieurs communes en leur envoyant un courrier les incitant à donner de façon anonyme toutes les indications susceptibles de faire avancer l'enquête. Certains y voient une invitation à la délation. Le sujet fait polémique. François Privat, Alain Darégrand. Informer la gendarmerie à l'aide de cette enveloppe dispensée de timbrage. La méthode fait beaucoup parler à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. Pour tenter de démasquer un pyromane, les gendarmes viennent d'écrire à 1800 familles du Nord-Poitou afin de recueillir des renseignements en assurant discrétion et confidentialité. C'est un peu de la délation, quoi, voilà. Mais enfin bon, si les gens commencent à se soupçonner les uns les autres, à s'envoyer des trucs dans la figure, je pense que c'est pas forcément très intéressant. Si les gens savent qui c'est, je ne sais pas s'ils vont le dire par rapport à des représailles. Depuis 7 ans, un pyromane s'attaque régulièrement à des meules de foin et des bâtiments agricoles en se jouant des forces de gendarmerie. En 2002, Raymond et Béatrice ont vu leur hangar partir en fumée. Depuis, ils vivent toujours dans la crainte d'un nouvel incendie. Et pour vous, cette méthode utilisée par les gendarmes n'est pas choquante en soi? Ben, ce qu'ils font, non, moi je trouve que c'est très bien. Hein. Faut chacun défendre son but, quoi. Chacun cherche la raison à savoir qui c'est qui fait ça. Parce qu'il y a trop longtemps que ça dure et ça fait trop de dégâts. Hein. Pour la gendarmerie, qui reste pour l'instant discrète, c'est une forme d'appel à témoins déjà utilisée avec succès dans la région lyonnaise. Les élus de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers soutiennent cette méthode quelque peu insolite. Ça fait peut-être appel à une certaine forme de délation, mais à mon avis une délation positive qui permet de faire avancer l'enquête. Nous sommes obligés, depuis 6 ou 7 ans que durent les problèmes, de trouver des solutions. Une soixantaine d'incendies non élucidés et toujours pas la moindre piste pour des gendarmes au pied du mur. À Épinal, dans les Vosges, manifestation contre l'implantation d'un centre des témoins de Jéhovah. Plus de 200 personnes ont défilé alors que le maire a d'ores et déjà refusé le permis de construire. Mais les habitants veulent rester vigilants et mobilisés pour empêcher la construction d'une salle de 1500 places avec un grand parking. Aux États-Unis, le jury de la Cour martiale du Texas a reconnu coupable le soldat Charles Granner, accusé de sévices sur des prisonniers irakiens à Abu Ghraib. Ces photos obscènes avaient fait le tour du monde. Charles Granner risque une peine de 15 ans de prison et une radiation de l'armée. Il s'est toujours défendu en affirmant qu'il n'avait fait que suivre les ordres. Pascal Golamer. En quittant la cour martiale hier soir, Charles Granner ne s'est pas départi de ce sourire qu'il affiche ostensiblement depuis le début de son procès. Le jury de 10 militaires vient pourtant, après 5 heures de délibération, de le déclarer coupable de cruauté, mauvais traitement, coups et blessures, actes indécents, entre autres, pour les sévices qu'il a commis à Bagdad sur les prisonniers d'Abu Ghraib à l'automne 2003, et dont les photos firent le tour du monde en mai dernier. Pour le procureur militaire, Granner, un ancien gardien de prison, était le meneur. Il demandait à d'autres soldats de participer aux tortures. Lindy England, par exemple, qui passera en procès la semaine prochaine. Elle vient d'avoir un enfant dont Granner sera le père. Selon tous les témoignages, y compris ceux d'anciens prisonniers d'Abu Ghraib recueillis sur bande vidéo, Granner semblait prendre du plaisir à torturer et à frapper ses victimes. Lui a répondu par la décontraction, voire la provocation. Vous allez voir à quel point je suis un monstre. Et ensuite, j'irai combattre les crocodiles. Son avocat n'a pas réussi à convaincre le jury qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres, faute de preuves flagrantes. Mais il tenta de justifier certains sévices. Les majorettes, qui sont le fleuron de notre jeunesse, font parfois des pyramides humaines pour leurs acrobaties. Et cela ne leur fait pas mal. Le scandale d'Abu Ghraib ne serait donc que le fait d'individus isolés. Le jugement conforte l'armée américaine qui défend cette thèse depuis le premier jour. Charles Granner, lui, devrait connaître sa condamnation dans quelques heures. Il encourt 15 ans de prison. On est toujours sans nouvelles de la journaliste de Libération, Florence Aubenas, et de son interprète disparu à Bagdad le 5 janvier. Aucune information n'est confirmée à ce jour. Le gouvernement a mis en place un dispositif identique à celui de Christian Chesneau et Georges Malbruno.
Au Proche-Orient, Mahmoud Abbas est officiellement devenu président de l'autorité palestinienne. Il a prêté serment ce matin à Ramallah et dédié sa victoire à Yasser Arafat. Mahmoud Abbas est confronté à sa première crise après l'attentat suicide de jeudi qui a coûté la vie à 6 Israéliens. Ariel Sharon a rompu tout contact avec les Palestiniens jusqu'à nouvel ordre. Et puis cet après-midi, de nouveaux affrontements ont eu lieu. 7 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. Le président de l'autorité palestinienne compte se rendre lundi dans la bande de Gaza pour convenir d'un cessez-le-feu avec Israël, indiquent ce soir les autorités palestiniennes. Le succès de l'A380 d'Airbus, les carnets de commandes se remplissent, 139 commandes fermes et l'on attend toujours une décision de la Chine. La construction de cet avion géant est à l'évidence une aventure technologique, mais c'est aussi une aventure humaine. 1500 employés d'Airbus succèdent jour et nuit sur la chaîne d'assemblage. Nous avons recueilli les impressions d'un jeune mécanicien et de son père, tous deux employés d'Airbus et qui se passent le flambeau. Isabelle de Lyon, David Bresse. Avoir assemblé les tout premiers A380, travailler sur des prototypes, un plaisir, une fierté pour tous les compagnons, comme on les nomme à Airbus. Électricien, mécanicien, l'avionneur n'a pas manqué de candidats, comme Florent Verger, ravi d'être là depuis le début de cette aventure industrielle. Quand vous commencez quelque chose et que vous pouvez le voir enfin terminé, moi je trouve que c'est bon. Parce qu'on a commencé l'avion, on ne savait pas du tout, sauf sur les plans et les images de synthèse, on ne savait pas vraiment et réellement ce que ça allait donner. Le jeune homme travaille au début de la chaîne, où l'avion arrive en pièces détachées et dont il sort sur ses roues. Quand on le regarde sortir, moi je trouve qu'il ressemble à un oiseau et une mouette. Pourquoi une mouette? Parce qu'il a beaucoup de galbe au niveau de la voilure. Et puis c'est un avion qui n'est pas commun. Chez le mécanicien, beaucoup de respect et d'enthousiasme hérité de son père. Responsable du centre de livraison de Toulouse, Michel Verger vient se familiariser avec le nouvel avion qu'il remettra un jour aux clients. Tous les cheminements électriques sont terminés? Tous les cheminements électriques, c'est bon, c'est fini. Depuis 34 ans dans l'entreprise, arrivé à l'époque du Concorde, Michel Verger a vu naître tous les modèles d'Airbus. Il souhaite à son fils de connaître les mêmes émotions que lui. Moi, quand je parlais du Concorde, que j'avais son âge, quelque part, je me disais, on ne verra jamais quelque chose d'aussi grand. Aujourd'hui, que 30 ans plus loin, on voit qu'on fait un projet comme le 380, c'est quand même énorme. À Toulouse, on travaille souvent de père en fils chez Airbus. C'est plus qu'un métier, une passion, qu'avec ses ailes de géant, l'A380 va alimenter encore longtemps. La folie des soldes qui ont démarré en milieu de semaine. Pour ce premier samedi, les magasins affichaient complets. Il fallait savoir jouer des coudes, comme le montre ce reportage de David Boéry et Olivier Robert dans les grands magasins à Paris. C'était aujourd'hui la cohue dans le quartier des grands magasins à Paris. Ici, les soldes sont une institution. Comme chaque année, les clients se bousculent à la recherche des bonnes affaires. Pour trouver par exemple des chaussures vendues à moitié prix. J'étais presque enlevée au pied d'une dame, quoi. Qui en fait, elle était trop petite pour elle, alors j'attendais. Et voilà. Car avec les soldes, il est parfois difficile de trouver chaussures à son pied. Ça va pas du tout, donc... C'est pas votre voiture? Non. Il n'y a plus votre voiture? Non. Jusqu'à moins 50% dès les premiers jours. Cette année, les rabais sont plus importants car les soldes ont démarré une semaine plus tard. On a voulu, dès le démarrage, afficher des remises de 50% de manière à ce qu'on puisse liquider un maximum. Bon, on s'est fait peur et pour le moment, on est en train de se rassurer. Car malgré le retard et la multiplication des promotions toute l'année, les clients sont bien au rendez-vous. Les soldes déclenchent toujours la fièvre acheteuse. On a bien rempli, on a bien dépensé. On a fait des affaires, de bonnes, on ne sait pas. Les prix intéressants sont surtout sur les produits les moins bien forcément, mais sinon il y a des trucs bien. Très bien, un peu trop de monde comme chaque année. Et pour tous ceux qui n'auraient pas pu tout prendre aujourd'hui, une bonne nouvelle, la plupart des grands magasins seront exceptionnellement ouverts demain dimanche. Le salon du meuble à la porte de Versailles, ouvert aujourd'hui au public, 180 000 m² où s'affichent les nouvelles tendances. Les designers venus des quatre coins de la planète présentent leurs dernières créations. Il ne manque ni d'imagination ni d'humour, avec une constante, un mobilier qui s'adapte aux besoins du quotidien, ou presque. Marie-Pierre Samitier, Bernard Connor. Tout pourrait être rococo avec les couleurs vert pomme ou lilas. Mais voilà comment désormais les bergères Louis XV sont traitées.
C'est la tendance industrielle grand style, ou comment intégrer un mobilier classique dans un univers contemporain. Au lieu d'être doré à la feuille d'or, le bois est couleur aluminium. Quant au tissu, son recouvrement n'est pas un textile traditionnel, mais c'est un vinyle sérigraphié avec une photo en noir et blanc. Dans les canapés, on se vautre, nous dit-on. Alors, ils ont baissé de niveau, se rapprochant du sol pour mieux regarder la télévision. On est de plus en plus vers une démarche de modulable et on a envie à chaque fois de bouger les meubles dans la maison. Et en fin de compte, quand on décide de déplacer les meubles dans la pièce, on prend le fauteuil et puis on le pose ici comme ça. La salle de bain française exemple cette baignoire et vient même s'installer dans la chambre à coucher. Le marbre s'impose partout. Les architectes italiens n'ont pas oublié les fastes de Rome. Spartiate, certains sièges procurent des sensations à chaque fois différentes. Pour finir, la table en élastomère pour 8 ou bien pour 4. Faites vos jeux. Demain, ce sera la dernière étape du Dakar 2005 avec l'arrivée près du lac Rose. L'occasion de revenir sur 2 semaines de compétition particulièrement difficiles cette année. Le 27e Dakar marqué par plusieurs décès, dont celui du motard Fabrizio Meoni. Julien Beaumont, Nathalie Gallet. Un Dakar 2005 marqué par la mort de Fabrizio Meoni. C'est un choc, quoi. C'est quelqu'un, c'est fait partie des gens qu'on croit invincible, quoi. Fabrizio Meoni avait 45 ans, 13 Dakar au compteur, une figure de ce rallye. Autre motard et même fin tragique pour José Manuel Pérez, un amateur espagnol. Et ce ne sont pas ces beaux paysages qui doivent faire oublier 2 autres accidents hors course. 2 motards belges accompagnateurs sont morts ainsi qu'une fillette de 5 ans. Triste bilan. Un rallye également dominé par des vents de sable à répétition. Une embûche de plus sur la route des 690 concurrents engagés. Et il s'en serait bien passé tant le parcours ne les a pas épargnés. Ah, c'est de la farine. La farine, on pousse sans arrêt, c'est incroyable. Vas-y, vas-y. Galère, dépassement de soi, une habitude dans ce bac à sable pour grands enfants. C'est où ça sort en 5 minutes où je suis encore demain. Car côté professionnel, c'est une autre dimension. Ils ont fait de l'Afrique leur terrain de prédilection. Mais à force de tutoyer les limites, voilà ce qui peut arriver. Tonneau, chute, la plupart du temps, heureusement, sans gravité. Sans doute l'un des Dakar les plus durs, c'est en tout cas ce qu'en disent les amateurs. Ah, bravo Astrid, hein. Pour ceux qui voulaient la souffrance, la difficulté, le dépassement de soi, le froid et faire de la moto, tout y est, on a tout ce qu'on veut. 3 concurrents sur 5 n'ont pas eu la force d'aller au bout. Pour eux, atteindre Dakar restera une légende. En ski de fond, excellente performance du Français Vincent Vitoz qui s'impose en République tchèque dans l'épreuve du 15 km libre, comptant pour la Coupe du Monde. Le Français occupe désormais la 2e place au classement général. La Grande Odyssée est une course de chien de traîneau, un marathon des neiges de 1000 km qui a lieu dans les Alpes. Cette course compte 18 concurrents et plus de 300 chiens. Pour la première édition, Jean-Jacques Dufour et Frédéric Bon ont suivi donc la première étape de cette compétition. Voyageur du froid, Nicolas Vanier, organisateur de la Grande Odyssée, adore plonger dans le blanc. D'ailleurs, à une balade en hélico, il préfère une course en chien de traîneau. Il faut dire que les immensités glacées et les trappeurs l'ont toujours fait rêver. Je crois même qu'au fil des années, il s'est laissé envoûter par les steppes gelées. Moi, j'ai assisté et participé aussi à un certain nombre de courses longue distance au Canada, en Alaska. Et c'est vrai que depuis longtemps, j'avais pour rêve d'offrir un petit peu au public européen ce spectacle incroyable d'harmonie d'hommes et de chiens lancés dans une aventure. Parce qu'au-delà d'une course, 1000 km, c'est surtout une grande aventure. Lancés dans l'aventure, il y a 18 concurrents, 6 femmes, 12 hommes et plus de 300 chiens. Malamute, groenlandais ou husky, ils ont tous une même origine, le loup. Quels sont les noms de ces chiens? This is Henry and this is Landslide. Le plus important, ce sont les pattes? Most important for the dog? Non, le plus important pour les chiens, c'est la
la tête. Oui, mais pour gagner, ceux qui ont tout à la fois la tête et les jambes partent avantagés. Les chiens qu'on voit sur ce type de course de 1000 km, ce sont des chiens qui sont des marathoniens en quelque sorte. Oui, ils sont assez minces, quoi. Ce sont des chiens assez profilés, assez minces, extrêmement musclés. Quant aux conducteurs d'attelage, on les appelle des mushers. Et ce terme vient du terme marché des Français qui ont transformé ça en marche pour donner l'ordre de départ. Et donc on a appelé les conducteurs de chiens de traîneau des mushers. Et pourquoi l'origine est française? Parce qu'un grand nombre de coureurs des bois qui se sont rendus au Canada, notamment pour la trappe des animaux à fourrure, et qui ont commencé à utiliser, entre guillemets, professionnellement des chiens de traîneau, sont en grande partie des Français et quelques Anglais. Ils se sont d'ailleurs battus pour avoir le monopole des fourrures au Canada. Et donc c'est de là que vient ce terme musher qui lui est français. Entre le 7 et le 19 janvier, les mushers et leurs chiens vont devoir courir de jour comme de nuit. La principale difficulté, ce sera le dénivelé, 25 000 mètres. Le froid ne sera pas un obstacle, les animaux et les hommes lancés dans l'aventure ont l'habitude des températures extrêmes. Ben là ils arrivent, normalement ils doivent repartir dans les 20 heures, dans 2 heures, 2 heures et demie. Donc ils vont vite se poser, donner à boire aux chiens, leur donner à manger, réparer ce qu'il y a à réparer et ils repartent. Alors ils ont des temps de repos obligatoires sur Champéry, la Chapelle d'Abondance, Avoria, Léger et Saint-Jean-d'Eau. Donc 4 temps de repos obligatoires de quelques heures seulement. Donc ils dorment quasiment pas pendant ces 4 jours là. Ils dorment quasiment pas, ils s'occupent des chiens sur les temps de repos, c'est une vraie épreuve sportive. Dossard numéro 11, Jacques Philippe confirme à la fin, certains en auront plein le dos et d'autres plein les pattes. C'est tout à fait vrai. On a d'ailleurs, vous pouvez voir, je peux aller dans n'importe quelle de mes poches, on peut trouver quelques bottines pour les chiens comme ça. Il faut bien sûr prendre grand soin des pieds des chiens. Au départ de la course comme ça, c'est pas un problème parce qu'ils ont eu beaucoup de repos, leurs pieds sont en pleine forme. Au bout de quelques jours de course, vous verrez les gens beaucoup plus s'occuper des pieds des chiens. Cela étant, les uns et les autres partagent une même passion, la course. C'est un artiste complet, il a de qui tenir. Le petit-fils de Charlie Chaplin est au théâtre de la ville, du cirque, du théâtre et de la danse. Un univers fantasmagorique que nous propose James Tierney dans La Veillée des Abysses. Sophie Jouve, Philippe Jasselin. Cette fantaisie, cette expression, ça ne vous rappelle rien? James Tierney, fils de Victoria Chaplin, directrice de cirque, petit-fils du grand Charlot. Une vie entre la Suisse où il est né, les États-Unis et la France. Pas étonnant qu'avec une telle ascendance, le petit James soit tant de choses à la fois. Mime, clown, acteur, acrobate. J'aurais été plus original en devenant avocat ou, ou fonctionnaire ou chauffeur. Son inspiration, Thierry la puise dans un bric-à-brac d'objets à qui il donne une âme. Ça, c'était peut-être dans une décharge publique. Tout ça vient de chez Ikea. Ça, c'était au puce, c'était vraiment sous la veste. Puis il s'envole avec ses amis dans un tourbillon de trouvailles. On est du côté de l'enfance. Plus rien n'est à sa place. C'est drôle, inquiétant, plein de mystères. Un univers totalement à part. On ne se pose pas des questions dans nos rêves sur l'étrangeté de ce qui nous arrive. On réagit, mais on accepte, on ne réfute pas le fait qu'on se met à voler, on vole. Voilà comment une nouvelle génération de Chaplin s'appuie sur la silhouette du petit homme, nous embarquant vers un nouveau voyage en émigrant du XXIe siècle. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Rioué. 20h55, la fête de la chanson française, présentée par Daniela Lombroso, avec notamment Johnny Hallyday, Charles Aznavour, encore Francis Cabrel. Demain, 7h, thé ou café. Catherine Sellac recevra Yves Coppens, le paléontologue. Quant à moi, je vous retrouverai demain dès 13h. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 2.